Bonjour à tout le monde et merci de votre attention et merci surtout de cette invitation à participer à la conférence La circulation des images. L'intitulé de la discussion d'aujourd'hui est Circulation numérique et Béatrice Joyeux-Prunel m'a proposé de présenter ma dernière exposition sur laquelle je travaillais avec Peter Zendy au Jeu de Pommes, les supermarchés des images. Il s'agit bien en effet d'une exposition physique, mais dans laquelle les enjeux qui étaient traités portaient sur la mise en circulation des images, ce qui donc justifie les choix de mon intervention. J'ai souhaité l'intituler Surabondance, valeur, travail, circulation, les enjeux des images dans l'économie globale et l'exemple du supermarché des images. Comme vous le savez, le Jeu de Pommes est un centre d'art dédié à la photographie et aux images au sens large. Dans ce contexte, quand le philosophe Peter Zendy est venu présenter son ouvrage Les supermarchés du visible en juillet 2018, il nous a semblé que les propos du livre soulevaient de nombreuses problématiques liées aux images, leurs usages et leur statut dans l'actualité. Nous lui avons donc proposé d'imaginer ces réflexions théoriques en images, c'est-à-dire de concevoir un projet d'exposition. Et je me suis jointe à l'équipe curatoriale du projet. Nous habitons un monde de plus en plus saturé d'images, où le visuel a pris une place prédominante dans nos vies, dans nos relations sociales, notre travail, loisirs, consommation. Aujourd'hui, il y aurait plus de 3 milliards d'images partagées chaque jour sur les réseaux sociaux. L'exposition du supermarché des images a souhaité traiter de la dimension économique de la vie des images. Actuellement, la relation que nous entretenons avec les images a de fortes similarités avec l'essence classique du mot économie, c'est-à-dire la discipline qui étudie les activités humaines qui consistent en la production, la distribution, l'échange et la consommation des biens et des services. Nous produisons des milliards d'images tous les jours qui sont mises en circulation très rapidement. Souvent, c'est nous-mêmes qui les mettons en circulation. On communique aussi avec elles dans les cadres privés et professionnels. On les poste dans nos profils personnels des réseaux sociaux, on les échange, on les retouche, on les monétise. Cela a été le point de départ de l'exposition. Face à une telle surproduction d'images, comment gérer leur stockage, leur transport, que ce soit physique ou électronique? Quelles sont les voiries qu'elles suivent d'après leur poids et les matières premières qui les conforment, ou la question de leur valeur fluctuante? Nous avons sélectionné des projets artistiques qui posent un regard incisif sur ces questions, qui interrogent nos rapports avec cette dimension économique de la vie des images que Peter Zendy a appelée économie. D'une part, ces œuvres artistiques pluridisciplinaires réfléchissent les bouleversements qui affectent l'économie en général, qu'il s'agisse des stocks aux dimensions inouïes, des matières premières raréfiées, du travail et de ses mutations vers des formes immatérielles, ou encore de la valeur et des nouvelles expressions, notamment sur la forme des crypto-monnaies. Mais d'autre part, ces œuvres parlent aussi du devenir de la visibilité dans une ère dans laquelle l'économie serait globalisée, c'est-à-dire dans laquelle les images circulent incessamment et en même temps, une image ne peut apparaître que comme un arrêt sur image, une cristallisation momentanée, une concrétisation, un équilibre provisoire et stabilisé des vitesses qui elles-mêmes constituent l'image. Les images de l'économie parlent chaque fois de l'économie des images et vice-versa. Ce que je veux vous proposer, c'est de parcourir ensemble l'exposition à travers un site virtuel que nous avons conçu et je m'arrêterai sur les sections que nous avons imaginées. À tout à l'heure. Après la présentation des sujets et des thématiques du supermarché des images, nous nous retrouvons maintenant dans les Jeux de Pommes, dans les halls d'accueil, et afin de parcourir l'exposition comme je vous proposais. Nous avons créé un parcours de 5 sections: stocks, matières premières, travail, valeurs
et échange. Les Covid-19 nous a fait fermer les jeux de paume et l'exposition, mais nous avons la chance d'avoir pu réaliser une visite virtuelle en 3D avant les décrochages. Et je vous propose de faire cette visite ensemble. Il s'agit d'une expo assez ambitieuse, autant par le nombre d'œuvres comme les médias utilisés, les nombreux sites d'artistes, mais aussi parce qu'elle est vaste, parce qu'elle commence justement dans les halls d'entrée, comme vous les voyez maintenant. On est dans les halls d'entrée des Jeux de Paume. Vous reconnaissez la librairie à gauche, les jardins des Tuileries à droite. Et ces murs qui est déjà une pièce conçue spécifiquement pour l'exposition. Donc l'exposition, elle a envahi un peu tous les bâtiments du sous-sol au premier étage, en commençant par les halls. Donc la section stock ouvre l'exposition dans les halls qui est totalement envahie par une installation photographique conçue spécifiquement par l'artiste nord-américain Evan Roth, Since You Were Born. Evan imprime sur du papier peint les images stockées dans les caches web de son ordinateur personnel. Des photos privées, des lectures, des achats, des logos ou bannières publicitaires combinés par un algorithme graphique. On voit bien la saturation de l'espace visuel des spectateurs depuis l'entrée de l'exposition et on voulait justement mettre en évidence cette question, confronter les visiteurs à la surabondance d'images d'une façon physique et bien réelle depuis le début du projet. Je trouve la présentation vidéo de Evan Roth assez parlante, donc je vous propose de la regarder ensemble. Since You Were Born, it's a piece that's made through images that I've set my laptop up to collect passively all the images that come through my browser. And so this is an installation that's made from all these images that I've seen, every single image that I've seen on the internet from the moment my daughter Aya was born until the space filled up. So it ended up being just over 6 months worth of browsing data. I mean, I see Since You Were Born as a portraiture piece, but it's me, it's my data. So on the one hand, it's meant to be about me, but I'm actually more interested in it being sort of a snapshot of the internet at a given time. It's maybe more a portrait of the internet in a given moment of time than it is necessarily about me. And that's one thing that I hope is part of the viewing experience for people, that it's less about digging through these images and see what naughty things I've been doing on the internet, and more about being confronted with kind of the weight of all these images that are coming through. What's happening on the wall here is actually a small portrait. I mean, the portrait that these companies like Google and Facebook have on us, what you see here is just a minor fraction of this larger portrait that exists for all of us that we just don't get to actually see as much. The way that it's constructed is, I basically have a script on my laptop that runs every 2 weeks, and it's just archiving these cache directories. As you're surfing the internet and JPEGs are showing up in the browser, they're being stored locally in a directory that's being overwritten. The script runs every once in a while, and it turns those into the zip folder. So I have an archive of zip folders that are dated with my browsing activity. So that's the first step. And then the next step is to stitch them together. I'm using a really specific piece of software that doesn't have a huge use case scenario. It's called Texture Packer. It's a piece of software mostly for web designers or game designers, and it's meant to make really small, compact, very efficient images. With that software, I'm basically dumping just thousands and thousands of images at it. The work is also meant to be questioning about how true or false is this as a portrait. Like, are we the sum of our browsing data, which of course I don't think we are. And so there's moments when the piece I feel like is really poor representation of sort of who I am as a person or who I am as an internet user or what the internet is. But that's meant to be part of it too. It's like, are these portraits that companies like Google and Facebook have of us, are those accurate representations of who we are? On va continuer, on va monter à l'étage pour continuer dans la section stock. Je profite pour vous dire que c'est la première fois que une exposition au Jeu de Paume commence par les premiers étages. En général, les expositions elles commencent classiquement par les rez-de-chaussée, mais cette fois-ci, on a souhaité commencer à l'entrée par les hauts
ça marchait bien aussi, et la pièce de Van Roth nous a accompagnés, nous a guidés dans les premiers parcours et dans la première section. Donc là, on se retrouve à l'étage et devant un miroir, hein, et la pièce intitulée Getty Images, qui est réalisée par l'artiste mexicaine Geraldine Juarez. Comme vous le savez, Getty Images est une immense bande de données qui en 2014 a mis en ligne gratuitement des millions d'images pour éviter leur détournement frauduleux sur Internet. Mais quand les internautes cliquent sur ces images, Getty reçoit les données de qui et de comment cette image est utilisée et exploite ces données. Et ce qu'elle fait, cette artiste mexicaine, c'est qu'elle détourne ironiquement ces dispositifs et les images reflétées dans ces miroirs, où elle colle les vinyles Gary, pas Getty Images, appartiendront désormais, quand elles seront partagées, à ces vastes stocks privés, mais pas Getty Images, mais Gary Images. Géraldine, elle nous parle d'une façon humoristique de cette notion liée à la privatisation du visible, aux images qu'on croit qu'on a accès gratuitement sur les nets parce qu'elles sont à portée de nos mains, à portée de nos écrans, mais qu'en réalité, quand on les clique, il y a d'autres éléments qui arrivent, autres données de nous qui sont partagées et nous, on n'est pas forcément au courant. Donc, dans cette salle, je ne vais pas commenter toutes les pièces. Vous voyez, il y a ces petites icônes vertes qui vous donneront les détails de l'œuvre. Comme ici, vous voyez la pièce de Sylvie Fleury, les caddies dorés, les tables analytiques de Malevich de 1927, Anna Vittoria Musi, un rideau de négatif. Je voudrais m'attarder un petit peu sur cette pièce. C'est une photographie impressionnante intitulée Amazon, réalisée par les photographes, l'artiste allemand Andreas Gursky en 2016. Elle mesure 4 mètres x 2. C'est pour ça que je dis c'est une image impressionnante. Et elle présente, voilà ce que vous voyez, un entrepôt d'Amazon, la photographie d'un entrepôt Amazon aux États-Unis. Elle présente des millions d'articles prêts à être expédiés, des objets rangés, organisés, symbole de la nouvelle ère des consommations virtuelles et dématérialisées, dont les exemples plus connus de ces sites et des plateformes globalisées sont Amazon, de multimillionnaire Jeff Bezos ou eBay. Ces grosses infrastructures de la globalisation dont on n'a pas des images de qu'est-ce qui se passe derrière. Donc cet entrepôt, on n'a pas, c'est pas l'image qu'on a d'Amazon, de cette forêt d'objets. Et Gursky nous les présente d'une manière très, très détaillée. En fait, depuis les premiers plans jusqu'au dernier plan, on a un détail parfait de tous les objets. On peut lire les titres des ouvrages ou les détails des objets, des poupées, des boîtes de parfums, mais beaucoup de livres. Donc c'est vraiment une image excessive, presque obscène, je dirais, avec ces détails qui est pictural et qui n'a pas une perspective naturelle. Alors, il y a 3 slogans managériaux qui habitent les lieux. Je vais essayer de m'y rapprocher. Hop. Si j'y arrive. Hop, non, mauvaise chance. Bon, les premiers se retrouvent ici. On peut lire Work Hard. Donc, les employés qui travaillent tous les jours dans cet entrepôt, ils se retrouvent avec cet encouragement, travailler dur. Have fun, dans ce deuxième poteau. Et le troisième, c'est Make History. Donc, il y a quand même l'idée que cette nouvelle
façon de consommer et de mettre à distribution les objets et les biens. C'est une nouvelle forme de consommation et c'est un peu pour mettre en valeur les employés et leur dire vous êtes en train de faire une nouvelle histoire de l'humanité. Voilà. On va quitter la salle. Il y a une autre pièce ici de Zoé Léonard, la pièce de Van Roth qui envahit l'étage. Mais je voudrais m'arrêter un moment devant cette pièce qui en fait pendant la captation vidéo 3D elle n'était pas allumée parce qu'il s'agit d'un frigidaire, d'un congélateur et pour des raisons techniques on n'a pas pu le garder. C'est aussi une pièce de Géraldine Juárez qui fait bien les liens avec la section suivante de l'exposition qui s'intitule Matières premières car cette pièce Storage elle porte à la fois sur les objets qui nous servent comme support de conservation des données, les CD, vinyles, rouleaux de pellicule, et sur la problématique écologique liée aux grands entrepôts des données numériques qui se trouvent en général dans des endroits froids, car ils dégagent beaucoup de chaleur et participent au réchauffement climatique. Je vous propose de regarder la vidéo de Géraldine ensemble. Storage is ice installation in a freezer that contains ice sculptures of 35 millimeter films, film stock, a click camera, broken cell phones, a mouse. It's a lot of objects that are related to photography and also digital production of images, the tools you need to capture images. There is this very strong relation between eyes and imaging and recording of images. There was the first photographies of snowflakes was like something that was like very breakthrough in photography, but also ice itself is like it records time in the same way that like a camera would or like film camera would capture time. Storage is also work about this problem of storage of images. You know, you need to store all these things that we capture somewhere. So you need cool temperatures, like very low temperatures to conserve the images produced and then store them in servers. There is like unlimited in theory amount of storage, but is that true? It's a little bit to question about like that, like how much stuff we can store. Everything needs to be stored somewhere. It needs to be stored in certain ways that needs a lot of energy and a lot of knowledge and a lot of resources to keep going. So I do this work with eyes because I'm trying to understand this relation, this economic relation between resources and production of images. Voilà. Je vous laisse découvrir par vous-même les autres œuvres de l'exposition stock. Et on va rentrer dans la section matières premières. Dans la section matières premières, nous avons souhaité traiter de deux sujets. Les premiers, c'est la matière première des images. Donc, les pixels, les grands, la composition, la matière première de l'image elle-même. L'image comme que ce soit des photographies, que ce soit des vidéos. Alors, la pièce de Taïsir Madniji, Disruption, dont on est en train de regarder, c'est une série photographique, nous montre les captures d'écran que l'artiste palestinien a réalisées pendant les conversations qui se passaient par WhatsApp et qu'il a enregistrées avec sa maman qui habitait à Gaza et sa famille. Donc, ces échanges, ces images qu'il partageait, elles sont brouillées. Il y a des mauvaises connexions, il y a des interruptions violentes.
la politique entre en jeu dans les communications humaines, bien entendu. Donc, il nous montre à travers ces écrans et ces écrans verts quand la conversation ne pouvait pas avoir lieu, elle était coupée. Donc, une réalité dans un moment où on croit qu'on peut communiquer, on peut parler, on peut échanger avec tout le monde. Mais c'est vrai que parfois, la réalité, les conflits politiques, ils se font présents dans nos échanges personnels et au plus, voilà, et aussi visuels. Une deuxième pièce qui parle de cette matérialité des images et de cette matière première, c'est la pièce de Jeff Guess, que malheureusement, elle n'a pas pu être installée pour la captation, mais que vous verrez ici. Il s'agit c'est addressability. Les pixels qui composent les images numériques retrouvent leur place pour conformer une image au ralenti qui se conforme devant nos yeux. Donc, c'était une installation vidéo qui coupait cet écran. Et on voyait au ralenti des images issues des 5 journaux, de la une des 5 journaux web les plus renommés du monde. Donc, c'était des news mondialement venus des newspapers et des journaux internationaux. Qui se conformait devant nos yeux d'une façon ralentie. Donc, la matérialité du flux des images, elle se faisait lentement et à la fin, on reconnaissait une image qu'on avait vue à la une des journaux le jour même. Il y a aussi une autre pièce de Thomas Ruff qui nous montre aussi cet aspect plus matériel des images. Dans ces cas-là, c'est Thomas Ruff d'un substrate. L'image photographique nous montre une image photographique qui est à l'origine de cette image qu'on voit, mais qu'elle est déconstruite. Dans ces cas-là, il s'agit des mangas. Il retrouve sur Internet des collections de mangas et que lui, il détourne techniquement. Donc, en général, il prend appui sur des images préexistantes qu'à travers des logiciels, il détourne, il transforme. Et là, il a transformé dans une image avec des tons très acides et presque biologiques. On dirait une image presque de laboratoire. Bon, je suis partie dans un endroit. Bon, et là, c'était la première acception, les premiers sens du mot matière première, mais le deuxième sens qu'on a voulu traiter dans cette salle, c'est la question des matières premières qui permettent que les images nous arrivent, que les voiries, les transports, les images et les biens aussi de consommation, ils circulent. Et c'est la matière première énergétique qui permet l'existence des images et leur circulation. Donc, il y a cette pièce de Minerva Cuevas qui s'intitule Horizon, qui nous montre les conséquences de l'exploitation intensive des énergies fossiles au golfe du Mexique. Minerva, elle est en effet une artiste mexicaine. Il y a une deuxième pièce de l'artiste dans cette section qui s'intitule Shell, de l'huile de moteur. Et pour faire les transits entre cette section et la suivante, qui est le travail, je vous propose de nous approcher de cette œuvre qui s'appelle Visible Hand de Samuel Bianchini, un artiste français. Et la matière première de cette image, de cette installation, sont des LED où, à travers des caractères du code ASCII, on nous montre une image qui suit les fluctuations boursières. Les évolutions des marchés financiers, les travails de l'argent dans ces marchés provoquent l'évolution de l'image. Je vais passer la parole à Samuel. Visible Hand, donc c'est à la fois une installation, mais qui est aussi connectée à Internet. Elle représente une main
qui est figurée à travers des signes typographiques. En fait, c'est ce qu'on appelait au début de l'histoire de l'image numérique l'ASCII art, c'est-à-dire qu'on ne représentait pas forcément avec des pixels les images, mais avec des signes typographiques. Ici, je reprends ce mode de représentation, sauf que les chiffres sont des indices boursiers à l'échelle mondiale, et donc l'image se constitue à travers ces indices. À la fois, elle se constitue, elle existe, elle apparaît, mais aussi elle se désagrège en quelque sorte. On pourrait presque dire qu'elle lutte avec ce système de représentation. Le titre de l'œuvre est Visible Realm, donc ça fait effectivement directement référence à Adam Smith avec cette idée qui a été beaucoup reprise par l'économie libérale, qu'une main invisible guide le marché. Ici, non seulement c'est un contre-feu à cette idée d'une forme de religiosité de l'économie, mais c'est aussi une façon assez nette de pointer l'importance de représenter certaines dimensions de nos sociétés qui ne le sont que trop peu, et donc en l'occurrence la dimension économique et même la dimension financière, c'est-à-dire celle qui régule essentiellement notre monde sans pour autant chercher à le manifester. Le caractère élémentaire de la main se coupe aussi d'un autre caractère élémentaire qui nous ramène à l'essence même du digital, dans la mesure où on parle de digital, ce sont les digits, les doigts, et on sait que notre système numérique primaire, décimal, vient du fait que l'on compte sur les doigts. Finalement, on est dans un régime comptable. Et je pense que c'est très important de le rappeler parce que c'est ce régime comptable aujourd'hui qui est entremêlé avec le régime de visibilité qui est le nôtre, c'est-à-dire des images principalement numériques, donc des images qui sont tout le temps le fruit d'un calcul ou qui peuvent être recalculées. Je pense que c'est vraiment fondamental, c'est cette coïncidence, cette convergence qu'il y a entre système opérationnel, système d'opération et système de représentation. Et on va se placer au milieu de la salle, de la section travail. Nous nous retrouvons dans la troisième section, la section travail. C'est une section qui prend une grande partie, donc il y a beaucoup de pièces de médias très différents, comme chacune des sections. J'ai oublié aussi de dire que dans chacune des sections, on a aussi choisi une pièce historique du début du XXe siècle. Il y a Vasarely, vous avez vu Malevich, et ici il y a une pièce, les Telephone Pictures de Molinage. Voilà, on a essayé que toutes les sections aient un contrepoint aussi historique, hein, pour voir que ces sujets ne sont pas seulement un lien ou n'ont pas eu une réflexion artistique qu'au XXIe siècle, mais qu'ils ont une histoire, hein, et que les artistes et les cinéastes se sont intéressés bien avant. Donc, dans la section de travail, on présente des œuvres qui traitent, comme cette pièce-là par laquelle on va commencer, par les images qui nous mettent au travail, qui nous font travailler pour elles, pour leur faire apprendre, pour faire que les logiciels informatiques, les logiciels de reconnaissance, les machines, elles apprennent grâce à nous testant. Ici, vous voyez, c'est une pièce de l'artiste allemand Aram Bartol. C'est un CAPTCHA au sol, donc c'est une installation qui est formée par une série de caractères qui CAPTCHA installés au sol et une série d'images que Aram il va nous dévoiler. Are You Human is a series of pieces I've been working on for quite some time now. It started in the beginning with a classic CAPTCHA code. It's a string of characters and numbers which are distorted, and we are supposed to decipher them to prove to the software that we are human. CAPTCHA means completely automated Turing tests to tell humans and computers apart. And it's interesting that in fact the Turing test is the opposite. So the Turing test is this idea that we talking to like artificial intelligence, and if we fail to notice it's not a human but it's AI, then the AI passes the Turing test. And now it's the Turing test for the AI to prove us to be human.
Are You Human is serious about access and control in that way. So can I come to this website? Can I log in? I use these prints or the setup of Google Recapture, but I put in other pictures. And all the pictures we see in this exhibition, they are photographs of the border of the European Union or other borders in the world, in fact. And this is about access and control and being able to pass a border in another way here. So we have all these different layers of how to be able to go to a certain place, how to be able to log in. And at the same time, the text above the pictures is a spam email I received. And there's all these economic promises often in spam emails, which have like a certain poetic to itself. So there's different layers of the digital borders and the real borders we have today. And also the question how we live with computers and software, and what's the power situation from us being able to go to places, to log into places, and the divide in humanity itself too. On va continuer notre parcours dans la salle travail. Bon, je vous recommande d'aller voir cette pièce de Emma Charles. Vous avez des extraits vidéo de l'œuvre. Ici, il y a une installation de Aaron Farouki Anti-Eman autour de captation de différents modes de travail, des formes de travail dans le monde entier. Les 3 telephone pictures de Molinage. Et ici, il y a une pièce qui est spécialement importante pour nous, c'est les click workers. Donc, je me suis arrêtée à Are You Human de Aaron Bartol pour parler de cette idée que les images nous font travailler pour elles, nous font travailler pour l'intelligence artificielle, pour s'améliorer. Et aussi, dans cette section, ça c'est la deuxième sous-thématique de la section, c'est les nouvelles formes de travail invisible, en lien avec Internet. Et l'exemple plus clair, c'est cette œuvre de Martin Le Chevalier, qui est un artiste français, qui s'intitule Click Workers, qu'il a réalisé en 2017. La pièce, elle est entière, elle fait 8 minutes. Je vous propose de voir seulement un témoignage. Il s'agit de faux témoignages, mais vous verrez que ça peut être très proche à la réalité. On va voir un témoignage. Je m'appelle Magda. Je vis à Cracovie en Pologne. Je suis une tagueuse. Je tague des images sur mon ordinateur. Je suis comme plein d'autres femmes, plein de clickworkeuses. On vit à la maison, on bosse un peu n'importe quand, même la nuit. Moi, le turc, je le laisse allumer la nuit. S'il me sonne, je me relève et je m'y mets. Je bosse 10 heures, 15 heures, parfois 20 heures dans une journée. Mais je ne gagne même pas ce que gagne un ouvrier. Je regarde des photos de cul, des décapitations, des trucs comme ça, et je les tague. Je leur mets des étiquettes, je les caractérise. Terrorisme, violence, pédophilie. Je suppose que les images sont ensuite classées ou censurées, mais je n'en sais rien. Je ne peux pas le savoir. Donc, comme celui-ci, il y a une suite de 8 témoignages à travers une voix féminine neutre, parce que, en fait, c'est souvent des femmes qui acceptent de travailler chez elles dans des conditions très, très pénibles, très dures, et qui passent leur journée en train de taguer, de liker, de censurer des vidéos qui sont partagées dans des plateformes de réseaux sociaux. Alors, ce qu'il a fait, Martin, il a trouvé certaines histoires, certains témoignages réels, et il les a transformés en cette vidéo qui a toute cette tonalité assez neutre, où ces femmes de divers, qui nous parlent de lieux très différents, du Bangladesh, de la Russie, des États-Unis, de la Pologne,
Elle nous parle depuis une chambre que l'artiste il a trouvée dans un site immobilier de chacune des villes dont le témoignage est issu. Donc, on va passer à l'avant-dernière section, la section valeurs. Nous nous retrouvons dans l'avant-dernière section de l'exposition qui s'intitule Valeurs. Cette section, elle traite de la matérialisation de la valeur, notamment à travers l'argent, qui est un des motifs, des éléments qui croisent beaucoup de nombreuses pièces de cette section, notamment cette œuvre de Máximo González, un artiste argentin qui habite au Mexique et qui est réalisé, c'est un gant blanc, réalisé avec les chutes de billets des banques qui lui sont fournis par la Banque nationale du Mexique. Elle parle aussi de crypto-monnaies, de fluctuations boursières, d'autres formes de visibilité qui prennent la valeur et la valeur monétaire et ses variations. Je voudrais m'arrêter devant cette pièce qui est réalisée par les collectifs parisiens RYBN, qui est une pièce multimédia qui s'intitule ADM11. Elle suit les évolutions à travers ces écrans d'une série d'algorithmes boursiers dissidents, rebelles, qui sont mis en concurrence dans ces marchés qu'on peut voir sur cet écran. Mais ils ne cherchent pas les profits, ces petits algorithmes. Et ce qu'ils cherchent, c'est suivre les instructions plutôt artistiques, imaginaires, imaginatives qui leur ont été données par les artistes qui les ont conçus. Ils n'ont pas été conçus par des techniciens qui cherchaient un profit économique, mais plutôt par des artistes qui les ont codés pour qu'ils suivent les différentes phases lunaires ou l'astrologie, la numérologie, la musique. Donc, dans ces écrans, on peut voir les évolutions de chacun de ces algorithmes séparément. Et ici, on les voit en concurrence dans un marché financier. Comme on peut voir, il y en a qui remontent, il y en a qui descendent, il y en a d'autres qui sont déjà arrêtés, qui n'ont plus d'argent pour continuer à jouer sur la bourse, dans cette bourse. Et l'idée, c'était que RYBN, il proposait de regarder ces mini-algorithmes comme si on regardait des microbes à travers un microscope. Comme s'ils étaient vivants et chacun avait des caractéristiques. Donc, les caractéristiques, et bon, ce diagramme, il présente chacun de ces algorithmes, c'est un peu les ADN de chacun d'eux. Aussi, une fiche technique qui nous les détaille, qui détaille les actions qu'ils vont mener, les objectifs qu'ils cherchent. Donc, comme s'ils étaient des organismes vivants, presque... comme je vous le disais, des bactéries qu'on regardait et nous, à travers ces écrans, comment ils évoluaient dans ces marchés financiers. C'est une pièce qui a été produite par les Jeux de Paume dans le cadre de l'espace virtuel, notre espace d'exposition en ligne, que vous pourrez voir, ça s'appelle espacevirtuel.org. Et maintenant, peut-être on peut s'approcher de cette pièce, une vidéo réalisée par l'artiste française Sophie Calle, qui s'intitule Unfinished, donc non fini, sans fin, qui présente l'histoire de l'échec d'une commande artistique reçue par l'artiste de la part d'une banque nord-américaine sur l'argent. Donc, le processus créatif n'aboutit pas. Et dans cette vidéo, l'artiste nous montre ses péripéties. Donc, comment mesurer la valeur du temps, de son temps de création artistique. Elle va discuter de cela avec sa banquière. Elle va discuter du parfum, de l'odeur de l'argent avec un parfumier.
Elle va voir aussi une hypnotiseuse pour voir quelle est sa race, si elle a un trauma, s'il a une relation étrange avec l'argent. Elle visite des coffres-forts des banques, elle s'intéresse aux suicidés, aux gens qui se sont suicidés parce qu'ils n'avaient plus d'argent, parce qu'ils étaient fauchés. Donc, dans cette quête, elle devient l'œuvre elle-même. Et c'est la quête de comment traiter artistiquement la valeur, de la valeur et de l'argent. De l'autre côté du mur, il y a une pièce qui est un duo avec la vidéo en finish, qui s'intitule Cash Machine et qui nous montre justement des images captées par des caméras situées dans des distributeurs des billets des banques, des billets qui nous montrent des portraits des gens en train de retirer de l'argent. Donc l'artiste, elle a demandé à cette banque américaine si elle pouvait lui fournir ses archives parce qu'elle trouvait que peut-être ça aurait pu être une source d'inspiration. Et en fait, elle se retrouve avec une collection de visages, une mosaïque des visages des gens très différents, avec des gestes. C'est presque comme une étude, un mosaïque plus sociologique ou psychologique, hein, quelle serait notre relation avec l'argent, quels sont nos gestes face à l'état financier de nos comptes bancaires. Donc des doutes, des énervements, ou au contraire, nos réactions face à l'argent. Il y a une pièce très intéressante, il y a une action de Yves Klein, mais bon, je vous laisse la découvrir par vous-même. Et je m'arrêterai un moment devant ce film qui a été réalisé par Hans Richter, qui s'intitule L'inflation. Juste avant les cracks de 1929, ce film qui est entre le documentaire et l'expérimental nous montre l'inflation galopante qui était en train de souffrir la République de Weimar et anticipe la pauvreté, les chômages des classes plus populaires, la précarité due à ces marchés financiers internationaux et les répercussions qui touchaient vraiment à la population allemande. C'est une vidéo en noir et blanc, c'est un film en noir et blanc. On voit, c'est intéressant esthétiquement parce qu'à des moments, tout l'écran est occupé par des chiffres et des billets des banques. Et on dirait que c'est un peu ça pourrait s'inspirer dans les écrans de brokers ou des ordinateurs qui suivent les algorithmes boursiers, justement, qui suivent ces chiffres, qui suivent ces chiffres qui circulent et qui descendent à travers les écrans. On va suivre l'exposition à l'étage inférieur. Dans les escaliers qui réunissaient ces deux étages, il avait une pièce sonore de Géraldine Juarez qui malheureusement n'a pas pu être enregistrée. Et je vais m'approcher de cette sculpture, cette installation de Femke de Graven, aussi pour vous montrer que la multiplicité des médias des œuvres du supermarché des images, donc des sculptures, des installations. Ici, il y a aussi une installation. Ça, c'est une grande pièce réalisée avec du papier-monnaie de Máximo González, le même artiste qui a réalisé le Guante Blanco au premier étage. Mais Femke de Graven, dans ces 4 planches métalliques que je ne sais pas si on arrivera à voir, mais il y a un profil, un profil graphique. Elle visualise la fluctuation des marchés financiers. Donc, est-ce qu'elle modélise dans ces 4 pièces? C'est 4 flash cracks. C'est des mini cracks boursiers dus au trading à haute fréquence. Donc, c'est des algorithmes qui jouent au marché financier, qui travaillent dans les marchés financiers et qui interprètent d'une façon erronée les données qui leur sont transmises ou qu'ils vont chercher eux-mêmes et qui produisent des mini-cracks boursiers qui pourraient être très graves si l'humain ne rattrapait pas derrière.
Donc, dans tous les travaux de cet artiste néerlandaise, Femke Legraven, elle nous donne à voir certaines actions menées par les marchés financiers, par l'économie et la politique, d'une façon physique, avec des installations et des sculptures. Cette pièce que nous avons ici est $1 million. Hop. Voilà, mais j'arrive pas à pouvoir vous montrer de quoi il s'agit parce que c'est vraiment, hop, on est carrément parti de la salle. Excusez-moi, je veux rentrer à la section. On est parti de la section carrément. Donc moi, je voulais vous montrer cela, qui est la pièce de l'artiste cubain Wilfredo Prieto, $1 million, qui est, comme son nom l'indique, un billet d'$1 qui est à travers un jeu des miroirs, pardon, ça reflète 1 million de fois. Donc, c'est un trompe-l'œil humoristique dans laquelle l'artiste nous montre que la valeur qu'on donne aux œuvres d'art, elle est aussi, bon, elle peut être arbitraire et décidée d'une façon pas toujours logique, car la valeur d'assurance de cette pièce, qui est, comme vous voyez, c'est un billet de banque plus reflété, situé entre deux miroirs, et d'1 million de dollars. Pièce de Massimo González. Ici, on a une pièce de Kevin Abosch qui porte sur les crypto-monnaies. Je vous invite à vous approcher, comme je vous le disais, ça parle de Bitcoin. Ici, c'est des Bitcoins et ici aussi des Bitcoins qui sont dans une chaîne, un blockchain. Et on va continuer dans la section échange. Nous nous retrouvons dans la dernière section de l'exposition qui s'intitule Échange. Et dans cette section, on peut voir des pièces qui répondent à des notions qu'on a déjà vues en filigrane tout au long du projet d'exposition. La première notion, c'est celle qui donne le titre de la section, c'est les échanges. Les échanges qui veut dire la circulation d'images, des biens, d'objets. Mais aussi la notion de vitesse ou ralenti. La notion elle-même de film et de vidéos et d'images en mouvement. On commence la section par cette pièce réalisée par l'artiste Richard Serrin 71 qui a été tournée en Super 8. Il s'agit d'un film qu'on ne peut pas voir malheureusement, mais en fait il s'agit d'une main humaine, plutôt d'un travailleur qui essaye de prendre un bout de métal qui tombe horizontalement sans arrêt. Il y a des bouts de métaux qui tombent et lui il essaye de les capturer, de les prendre, de les apprendre avec sa main. Pour nous, c'était un peu la métaphore du cinéma. Qu'est-ce que c'est le cinéma classique, le cinéma en pellicule? Le cinéma, en fait, c'est une illusion des mouvements parce que ce que l'appareil il est en train de capter, c'est une série de photographies qui, devant nos yeux, elles vont circuler à 24 images par seconde. Ils vont nous donner cette illusion des mouvements, des vitesses, des continuités. Donc, pour nous, c'était une belle entrée dans cette dernière section qui parle aussi de la perception du mouvement et du ralenti. Nous avons aussi, nous montrons dans cette vitrine un zoetrope, cet appareil qui nous donne aussi l'illusion des mouvements à travers d'un mouvement circulaire d'une sélection d'images. Et cette pièce de l'artiste sud-africain William Kentridge, que je vous propose de regarder, nous donne aussi cette illusion du mouvement.
Du corps de William Kentridge qui se balade sur les feuilles de cette encyclopédie, cette vieille encyclopédie britannique d'un second hand reading. Je vous propose d'aller dans la salle suivante pour regarder ce film qui fut réalisé par les Frères Lumière en 1900 lors de l'exposition universelle à Paris et qui nous montre aussi des corps qui circulent, qui visitent, qui regardent. Cette travelling à l'envers, c'est en fait la documentation des Frères Lumière d'un trottoir roulant. C'est trottoir roulant à double vitesse qui permettait aux visitants de l'exposition universelle de se balader et de regarder les différents pavillons qui composaient l'exposition universelle et de faire circuler les corps. On trouvait intéressant que cette circulation des corps elle soit visible dans l'exposition à travers cette pièce historique. Il y a aussi une pièce, un ascenseur qui marchait de l'artiste Maurizio Cattelan. Donc, après la circulation des corps, la pièce de Lorraine Huré, de cette artiste française, elle nous parle de la circulation des regards, mais pas n'importe quel regard, des regards des travailleuses du regard. Comme vous avez pu voir dans la pièce Clickworker de Martin Le Chevalier à l'étage, il y a des femmes des femmes aussi d'hommes, mais ce qui est c'est particulièrement les femmes qui acceptent et qui réalisent ce type de travaux solitaires et compliqués et durs pour les regards. Donc, Lorraine Huré, elle a passé du temps à Manille, Philippines, où elle a rencontré de nombreuses travailleuses du regard. Des femmes qui, dans ces cas-là, elles travaillent dans des grandes factories, elles ne travaillent pas chez elles, mais plutôt dans des bureaux où elles regardent jour à jour des milliers d'images qui leur sont confiées pour qu'elles les taguent, pour qu'elles les censurent. Donc, pour elle, elle fait une analogie avec la représentation de Sainte Lucie, qui, comme vous le savez, dans la religion catholique, elle est la sainte protectrice de la vue. Et dans cette œuvre qu'elle intitule Portrait en Sainte Lucie, elle représente cette nouvelle martyre contemporaine, donc ces travailleurs et travailleuses qui souffrent dans les yeux. Ils sont posés, comme vous les voyez ici, dans un plateau. Il s'agit d'une pièce vidéo, donc on voit les regards de cette jeune femme, mais aussi les yeux qui nous regardent, qui sont fatigués, qui souffrent et qui méritent aussi de se reposer. On va changer. Malheureusement, je ne peux pas vous expliquer et parcourir toutes les œuvres de l'exposition. Comme vous les voyez, c'est une section très, très dense, les échanges. Et voilà, il y a une pièce réalisée par l'artiste Martha Rosler aux années 70 qui s'intitule Cargo Cult, donc le culte du cargo, qui nous montre aussi une autre idée, que c'est une pièce très, très littérale et assez directe, si je peux me permettre. Elle nous parle carrément de la marchandisation du corps féminin, de l'utilisation de l'image de la femme, la transformation de la femme en objet, et l'utilisation de son corps, du corps féminin pour vendre. On les coupe, on les parcelle, et il est dans une certaine façon aussi interchangeable. On ne parle pas d'une femme spécifique, mais de toutes les femmes. Et il nous parle aussi du culte du cargo, de ces énormes
bateaux qui transportent des biens, des produits de consommation dans des endroits très éloignés et que pour certaines cultures océaniques, ils symbolisaient, ils avaient des pouvoirs magiques, hein, donc j'étais même adorée. La pièce Obsolete Heroes de Martin Le Chevalier, qui est l'artiste français qui a réalisé Click Workers, qu'on a vu à l'étage. Cette œuvre, elle présente un mausolée des héros de l'obsolescence programmée. Je m'attarde un peu parce que c'est une pièce qu'on a produite spécialement pour cette exposition. Une pièce qui est vouée à disparaître, à s'autodétruire, qui elle-même est la germe de sa propre obsolescence. Je vais passer la parole à Martin qui explique cela très très bien. Les Obsolete Heroes, c'est une série de portraits de personnes qui ont contribué à l'obsolescence programmée. Donc des gens qui l'ont théorisé, qui l'ont mis en œuvre, ou des ingénieurs qui ont conçu des objets jetables, des objets destinés à disparaître, à tomber en panne. Je me suis demandé si on pouvait trouver une équivalence, ou produire une équivalence à l'obsolescence programmée, l'appliquer à des œuvres d'art. Donc j'ai imaginé des images qui soient vouées à disparaître, à s'évanouir. C'est-à-dire qu'elle soit garantie un certain temps, tout comme une imprimante, une machine à laver, elle a une garantie d'1 an, 2 ans, 3 ans, et après, il y a le risque qu'elle tombe en panne et qu'elle ne soit pas réparable. Donc, ces images subissent le même destin, c'est-à-dire qu'on sait que si quelqu'un l'achète, il saura qu'il aura ce visage au mur pendant un certain temps, pendant, mettons, au moins 1 an, à l'issue duquel, un jour ou l'autre, il disparaîtra. Il prendra feu, en l'occurrence. Et donc, à tout instant, il pourra se dire, c'est peut-être la dernière fois que je vois cette image. Donc, ça change le paradigme. On n'est plus dans une pérennité, une idée d'une image qui nous survit, mais à l'inverse, quelque chose qui est destiné à disparaître. Mon sujet n'est pas tant l'image que ce phénomène qui est vraiment un des fondements du capitalisme, le renouvellement incessant des objets, la nécessité de toujours de produire et de racheter. Voilà, donc transposé à l'art. Donc, je ne visais pas tant à parler des images elles-mêmes que de les utiliser. À cause de la fermeture de l'exposition d'une façon prématurée à cause du Covid, les Obsolete Heroes, donc ces héros de l'obsolescence programmée, sont restés. Il y a seulement un de portraits qui a brûlé la première semaine de l'exposition, mais les autres, ils sont restés jusqu'à la fin. Donc, c'est une section qui est très dense. Ici, il y a une vidéo de Julien Prévieux que vous pourriez voir en intégralité, 2 photographies de Hiroshi Sugimoto. Hop. Pierre Weiss derrière. Trevor Paglen, une photographie. Je voulais rentrer dans cette salle où on peut... c'est une installation assez spectaculaire réalisée par les duos français d'innovation.org. Les titres de la pièce s'intitulent Pirate Cinema et nous montre justement cela, les échanges pirates qui sont en train d'avoir lieu en temps réel. Donc, c'est une installation qui est connectée directement au flux Internet et aux échanges qui nous permet, qui visualise, qui nous donne à voir les échanges peer-to-peer de films et de séries entre des internautes en temps réel. Donc, on visualise en temps réel les transferts de données. C'est vrai que c'est pas légal, ces échanges, ces piratages de films, et qu'il y a beaucoup de sites, certains sites, comme il le montre ici, ces murs qui ont été fermés. Ici, il y a toute une liste de différents sites qui permettent d'échanger entre les internautes des contenus audiovisuels. Mais ça marche encore. Et on pouvait voir de quel pays jusqu'à quel pays, donc où étaient les internautes qui changeaient les contenus. Comme pièce un peu, pas de clôture parce que l'exposition n'est pas encore finie, mais n'était pas encore finie, mais on croyait que
que cette Pirate Cinema, elle était intéressante aussi par conclusion et visualisation de ces échanges d'images en temps réel. Et ici, nous nous retrouvons devant tout à fait une autre œuvre. Comme vous avez pu voir, je suis passée un peu rapidement, mais il s'agit de 2 projections des diapositives où les images se superposent. C'est des diapositives issues des collections familiales que l'artiste brésilienne Rosângela Reno elle achète dans des marchés opus. Et comme elle explique très bien aussi cette pièce, je vous propose de l'écouter. Les travaux que je vais présenter, ce sont 2 sculptures, disons, avec des projecteurs de diapos, une qui appartient à une série qui s'appelle Imagens de Sobrevivência, que j'ai commencé en 2015. On traduirait comme Images de survie en français. Et c'est basé sur des collections que je collectionne. En fait, ce sont des images faites par des photographes amateurs. Et l'idée, c'est de mélanger ces images à travers une projection multiple sur un même écran. Et donc, ça donne une espèce de possibilité infinie d'images à travers le mélange de 4 projections simultanées et superposées. L'idée de placer les images ensemble et mélangées, c'était d'une certaine façon une espèce d'émulation du cerveau de ces photographes, une espèce d'émulation des systèmes de mémoire, de construction de mémoire ou d'amnésie, disons. À chaque fois qu'une image remplace l'autre, il y a une espèce d'effacement. C'était la façon de m'approcher de cette notion d'amnésie ou d'oubli ou de perte en permanence des images qui se remplacent tout le temps. Et la superposition provoque une espèce de clarté. Les images deviennent plus claires, chaque fois plus claires et même quelquefois même presque blanches. Ça nous a semblé aussi très intéressant d'avoir après Pirate Cinema la pièce de Rosângela Reno, Images de survie, parce que ça nous montre de rythme, de façon, de matérialisation ou matérialité d'images totalement différentes, les échanges, mais quand même qui sont en flux et qui circulent. Donc la circulation des images numériques à travers les réseaux et les câbles, qui nous montrait aussi la pièce de la photographie de Trevor Paglen. Et après, cette image qui est tout à fait analogique, hein, c'est carrousel des diapositives, de ces images qui vont survivre ou pas, parce qu'à force de les projeter, de faire passer de la lumière et de la chaleur, elles vont disparaître, hein, et elles deviennent de plus en plus fades. Donc, c'était un bel contrepoint pour finir à l'exposition avant d'aller au sous-sol. Où il y avait pour nous une pièce importante dans notre discours, qui était la pièce de Ito Steyer, cette artiste allemande, japonaise, qu'on n'a pas pu malheureusement, non, je ne vais pas m'attarder sur cette installation, et que malheureusement on n'a pas pu capter, qui s'intitule Duty Free Art, où Ito il nous proposait d'explorer les réalités de ces nouvelles zones franches, de ces free ports, de ces ports francs, où sont aujourd'hui stockées des milliers d'œuvres d'art que personne, ou presque personne, n'a jamais vues. C'est très paradoxal que tandis que des flux humains sont canalisés par des régimes migratoires et des protocoles stricts et des contrôles très, très stricts, en tant que de valeur spéculative, l'art, elle peut transiter et peut voyager dans des couloirs préférentiels. On trouvait que cette œuvre, elle aurait pu faire partie de la conclusion des enjeux liés à la mise en circulation d'images et la mise en circulation des corps.
Donc, comme l'art, il peut circuler et il circule et on peut même le cacher dans des ports francs pour faire de la spéculation. Les corps et les humains, on se retrouve avec des frontières et des contrôles et on n'a pas la même liberté. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura intéressé, surtout que vous allez revenir pour suivre cette visite virtuelle. Nous avons publié un catalogue de l'exposition qui restera comme un document important et il y a aussi une pièce de Lorraine Huret dans notre espace virtuel d'exposition que je partage avec vous, qui s'intitule Burning Collection. Ça, c'est l'espace virtuel du jeu de paume où nous proposons des œuvres en ligne depuis 12 ans. Maintenant, nous avons une pièce de Lorraine Huret, une artiste qui est aussi de l'exposition du supermarché des images, avec la Sainte Lucie. Et à partir du 15 juin, elle sera remplacée par une pièce de Evan Roth, qu'il a réalisé spécifiquement et spécialement pour nous, pour l'espace virtuel. Evan Roth, c'est l'artiste qui est là, justement. Since You Were Born, et il nous propose une pièce intitulée Since You Were Quarantine, qu'il a réalisée pendant la période du confinement à Berlin. Merci beaucoup, j'ai hâte de poursuivre cette discussion en temps réel la semaine prochaine. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.